Bah, Nice. rebonjour à tous. Donc, moi, je suis Shadi de la chaîne Shadessin encore une fois. Et je vais animer cette petite session de questions-réponses avec donc Tommy, qui est le mentor. Et on a un ancien, non, même pas, un élève toujours actuel, donc Martin, qui est juste là. Donc, Tommy, je vais te laisser commencer. Voilà, tu peux te présenter ton cursus, comment tu en es arrivé à être mentor chez Artline. Est-ce que tu as eu est-ce que tu avais un certain nombre de diplômes avant? Est-ce que tu étais déjà professionnel avant d'intégrer l'école et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en parallèle, en plus de ton activité de mentoring? Parce qu'il me semble que chez Artline, tous les mentors sont encore professionnels. Donc voilà, nous raconter un petit peu ce que toi tu fais dans ce milieu-là. Ah, parfait. Donc, moi, donc là, j'ai 36 ans. J'ai eu plusieurs vies, dont une qui était, donc, avant, j'étais concepteur graphique, donc je faisais de l'art graphique. Et ensuite, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo. Ça veut dire que moi, j'ai toujours joué. Donc, Ouais, j'ai une petite carrière dans le milieu de jeux vidéo. Par contre, j'ai une grande carrière de joueur, de passionné. Et de toute façon une carrière qui va continuer. Donc moi, à la base, j'ai été diplômé, donc j'ai un master en game design et réalisation numérique de Super Info Game. Maintenant, ça s'appelle Rubica, je crois. C'était une des premières écoles de jeux vidéo à l'époque. Il y en avait deux. Il y avait l'Engmin qui était plutôt cursus public et Super Info Game qui était privé. C'est simple, comment j'ai découvert ça? Moi, je me souviens, donc classique, hein, c'est-à-dire que je dis ça pour se rendre compte à nos auditeurs qu'aujourd'hui, on a quand même de la chance d'avoir des formations dans ce milieu parce qu'avant, c'était un peu soit en autodidacte, soit par des moyens détournés. Moi, je me souviens, au lycée, j'ai toujours voulu faire ça, mais comment on fait des jeux vidéo? Je ne sais pas, donc instinctivement, ingénieur en informatique. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais me lancer après mon bac S, etc., dans une école d'ingénieur en informatique. Et j'ai lu un livre, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était en gros, c'était les métiers du jeu vidéo, je crois. Et là, je dis, ah tiens, ça va être intéressant. Et j'ai commencé à le lire. Et là, j'arrive sur la partie game designer. Et là, je dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Enfin, le game design, concevoir des jeux vidéo, la partie conception, mener un projet, mettre, concrétiser des idées, c'était le métier de game designer. Donc, j'ai appris qu'il y avait des formations que j'ai faites, des formations qui permettent vraiment d'être déjà dans une bulle où on est vraiment immergé avec des passionnés. Donc, autant vous dire qu'on travaillait, mais on jouait beaucoup. En fait, on vivait H24 du jeu. Même dans nos rêves, on devait sûrement rêver de jeux. Moi, je me souviens, après certaines sessions nocturnes un peu bien endiablées, forcément, le cerveau, il rêve encore de jeux. Donc, on était ouais. vraiment dedans. Projet qui m'a permis, moi, pour mon dernier projet, de publier carrément un jeu sur l'App Store. Donc, ça a été une première réussite professionnelle, on va dire, où on a pu, le projet qu'on avait conçu, on a essayé de le faire très sérieusement pour pouvoir le publier sur l'App Store, donc directement être confronté à un objectif, on va dire, sérieux. Donc, les gens qui sont ici ont vu que justement, Grégoire avant disait que avec le concours sur le jeu de société, ou même essayer d'être repéré avec nos jeux vidéo, ben, on n'est pas juste dans le cadre étudiant, on est dans quelque chose de très sérieux. Donc voilà, un petit jeu étudiant qui a été téléchargé, je crois, 30 000 fois, donc c'était déjà une petite réussite. Voilà, on s'est dit, tiens, un petit jeu qu'on a mis comme ça, 30 000 fois, et puis retour. De là, après, j'ai travaillé pour, alors, anciennement, ça s'appelait Puncher's Impact, c'était Mindscape Puncher's Impact. Bon, malheureusement, c'est ça en faillite, mais j'ai pu faire des jeux comme Lucha Fury, c'était un petit beat'em all sur l'Xbox Live. Donc, ça, beat'em all, c'était, moi j'aime bien les jeux d'arcade, donc ça m'a toujours plu, voilà, c'est intéressant. Après, j'ai travaillé chez Ubisoft, voilà, notamment, alors surprenant dans le sens où j'étais assez gamer et on m'a proposé Just Dance. Je dis, bon, Just Dance, c'est pas trop mon genre de jeu. Mais en fait, j'ai accepté et c'était probablement une de mes meilleures expériences parce que avec Just Dance, déjà, je pouvais mettre à profit cette notion de game design où, comment dire, le game design dans l'absolu est neutre, quelque chose d'assez pur, et après, on y met des couleurs, des thèmes différents. Mais un bon game designer doit pouvoir faire un beat'em all, un jeu de danse, un jeu de société, un serious game, Différents styles, ouais. voilà, différents styles. Il aura forcément ses styles de prédilection dans lesquels il va de plus en plus se perfectionner. D'ailleurs, vous verrez que les mentors qu'auront les apprenants tout au long de l'année se seront quand même spécialisés dans certains studios. Donc, on peut d'ores et déjà un peu tailler sa voie. Après, ça évolue, mais déjà, on peut avoir une direction. Ça, c'est ce que
On pourra parler après de mes unités, mais ça, justement, je m'en sers. Ensuite, donc Just Dance, là où c'était extraordinaire, c'était que j'étais vraiment confronté à des danseurs, des chorégraphes, des vidéastes, des graphistes. Donc, je voyais, on va dire, le jeu vidéo de manière un peu plus pluridisciplinaire. Alors que souvent, on peut se dire que les game designers, les level designers, ils sont un peu. Le cliché, souvent, c'est ils sont dans leurs documents, ils sont dans leur monde, c'est-à-dire le monde de l'utopie, de la théorie. Et ils sont toujours en bataille, entre guillemets, avec les graphistes, les programmeurs, qui, eux, et les producteurs, qui doivent réaliser des idées farfelues. Là, c'était bien parce que c'était des gens qui étaient tous ouverts, et donc, du coup, on a pu collaborer. Et bon, ben, Just Dance, c'était vraiment extraordinaire. Après, je suis allé en Angleterre et j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait Payload. C'était un jeu, je ne me souviens plus du jeu. Enfin voilà, il y avait différents jeux, c'était des jeux de voiture, etc. Mais c'était pareil, encore des jeux indépendants, c'était intéressant. Mhm. Entre-temps aussi, pendant mes études, j'avais pu travailler dans de l'édition de livres, notamment dans tout ce qui était histoire sur le jeu vidéo. Donc c'est directement lié à mes matières, parce que moi, je vais enseigner chez Artline l'histoire du jeu vidéo et l'étude de genre. On y reviendra après. Moi, après, en joueur, j'ai été un gros joueur. Même en termes e-sport compétitif, j'ai fait des Ah compétitions oui. Street Fighter 4, j'ai connu les plus grands Français, j'ai voyagé, etc. Donc vraiment, ça m'a permis à la fois, tout en étant game designer, de voir l'aspect e-sport qui est encore, on va dire, une autre branche du game design dans lequel on doit vraiment concevoir des mécaniques qui auront un impact énorme sur une communauté qui, elle, on va dire, joue de l'argent, joue tout simplement une compétition des trophées autour des mécaniques qu'on a build, qu'on a conçues. Donc, c'était très, très intéressant de voir le côté, j'allais dire, orfèvre. Je pense qu'aussi, on est tous joueurs, que ce soit les Dota, les League of Legends, les Call of, les Fortnite, etc. Et on voit très bien qu'à chaque changelog, il se passe quelque chose. Et ça crée des débats. Eh ben, le game designer est à la base de ça. Et donc, c'était bien d'être de l'autre côté du miroir. Après, j'ai pas mal modé, etc. Parce que voilà, moi, en tant que passionné, j'ai toujours un peu été touche à tout très technique. Parce que je me suis rendu compte que quand on veut réaliser ses idées, ses prototypes, c'est bien de savoir un petit peu coder, des notions de programmation, de dessin. Ça permet d'avoir un peu plus de crédibilité auprès des graphistes et des programmeurs, puisque si vous comprenez leurs difficultés, vous les concevez en fonction. Donc ça, c'est très important aussi. Un designer doit être pluridisciplinaire, polyvalent. Il doit pas forcément celui qui va faire les dessins, les concept art ou la programmation dure. Par contre, il doit comprendre ce langage. Comme ça, quand il va penser une idée, elle sera déjà potentiellement réalisable. Il n'y aura pas ces tentatives comment dire, de discussion, de pourparler avec le programmeur, où vous allez perdre un peu de crédibilité dans le sens où vous êtes quand même celui qui est garant de la vision d'un projet. Donc, si les gens avec qui vous allez travailler et qui vont essayer de vous suivre dans votre idée, si vous voient que vous êtes un peu un farfelu qui ne comprend pas vraiment leur corps de métier et des contraintes, ça ne passera pas. Ensuite, la vie a fait que différentes périodes de chômage où j'ai fait des périodes où il y a eu des ruptures, des faillites, des projets qui ont avorté, etc. Je me suis un peu mis en retrait et moi, j'ai complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus professionnel purement dans l'industrie. Par contre, comment dire, j'ai persévéré dans la voie de l'enseignement. Donc moi, maintenant, je suis prof d'arts martiaux, par exemple, actuellement, parce que j'ai toujours fait ça. Je suis aussi, rien à voir, mais je suis conférencier en naturopathie, donc un domaine totalement différent de la santé, mais je donne aussi des conférences. Et je suis aussi professeur d'histoire du jeu vidéo, Artline, et pour d'autres prestataires. Donc, même si je ne suis plus dans l'industrie, je l'ai connu, je côtoie toujours des amis qui sont toujours dedans, donc je suis au fait de tout ce qui se passe. Je joue toujours autant, même si des fois j'ai des périodes un peu de rétro gaming, donc aussi voilà, je suis vraiment un passionné de rétro gaming, donc c'est encore une fois lié à mon unité sur l'histoire du jeu vidéo. Et après, je suis un curieux, je m'intéresse à tout et surtout à l'enseignement. Donc, moi, en tant que passionné, ce que j'aime, c'est Transmettre. transmettre. Et du coup, la pédagogie, ça s'apprend aussi. Et donc, c'est avec Artline, moi, c'est typiquement le genre de vocation qui est compatible avec mes valeurs. D'accord, ok. Bah, super, belle présentation et puis ça donne envie, hein, ça donne envie. J'ai une question là et c'est
quel serait le rôle d'un game designer dans un FPS? Et pour élargir un peu cette question, moi, ce que je voulais demander aussi, parce que bah, je fais aussi office d'ignorant là-dedans, quel est exactement dans un jeu vidéo le rôle du game designer par rapport au graphiste, par rapport justement au reste? Alors, je sais que ceux d'avant ont eu une bonne présentation de Grégoire. Moi, je vais donner Ouais, ma version. Alors, je dis, alors, game, déjà, j'aime bien toujours retourner à l'étymologie des termes. Game design. Donc, le design, c'est ni plus ni moins que la conception en anglais. Donc, conception de jeu. Qu'est-ce que ça implique une conception de jeu? Ben, ça implique tout ce qui est règles. Si c'est un jeu vidéo avec un scénario, une histoire, et même s'il n'y a pas de scénario, un jeu de société, il y a toujours un petit, ce qu'on appelle le background, toujours une petite histoire, c'est-à-dire le thème, le contexte dans lequel vos mécaniques vont prendre vie. Ensuite, il y a le graphiste, la personne qui va faire le visuel, il y a la personne qui va programmer tout ça, le son, il y a les gens qui vont tester, il y a les gens qui vont, les chefs de projet qui vont mettre tout ça en commun pour que le projet puisse être réalisé, et le marketing, etc. Mais dans la conception de jeu, il y a plusieurs corps de métier. Le game designer, on va dire que lui, il est en charge de l'idée directrice, qui est de dire, voilà, je vais faire un jeu où on va sauter sur des ennemis, le but étant d'arriver à la fin de ce niveau-là sans mourir. Et à partir de là, il va commencer à faire des détails sur, dans l'absolu, à quoi ressemblera le perso, même si après, il va travailler de concert avec le graphiste qui, lui, va lui faire. Mais lui, déjà, c'est lui qui va dire, ben, je veux plutôt un grand, un petit, un gros, etc., qui a peut-être soit humanisé, soit pas humanisé, parce que l'univers dans lequel je l'ai prévu, il s'insère plutôt dans quelque chose de cartoon, réaliste, etc. Donc, il va vraiment, on pourrait dire que ça peut être c'est un peu comme le réalisateur d'un jeu. Il a son idée, et après, il va essayer de le communiquer à chaque corps de métier. Donc, c'est ça le rôle le principe du game design. C'est pour ça que les premiers game designers étaient des programmeurs, c'est-à-dire des gens qui avaient des notions de programmation, et maintenant, ils voulaient faire leur propre jeu sur micro-ordinateur à l'époque. Donc, ils devaient connaître un peu ces notions de règles, faire un peu avec ce qu'ils pouvaient, les moyens du bord, représenter des graphismes. Au fur et à mesure, ils ont fait appel à d'autres personnes, parce que les jeux se sont complexifiés, mais à la base, quiconque a des idées et veut les mettre en application autour de règles, d'univers, de conditions de victoire, de défaite, fait du game design. Voilà. Après, une industrie du jeu vidéo, un studio, c'est tellement riche qu'il faut partager des pôles. Donc souvent, dans l'industrie, les game designers sont ceux qui vont être chargés vraiment des mécaniques. Prenez un personnage comme Street Fighter, moi j'aime beaucoup Street Fighter. Le personnage, c'est quoi ses coups, combien de dégâts ça fait, la portée, etc. Combien de temps dure un round, combien de vie, etc. Toutes ces petites mécaniques, toutes ces interfaces, quand on joue, nous on a directement le résultat, mais il y a quelqu'un derrière qui a tout élaboré, tout pensé. est-ce que je me trompe si je te dis que c'est un petit peu celui qui va gérer l'équilibre d'un jeu au final, justement, pour que bah, sur Street Fighter, quand deux personnages se battent, il peut y avoir un gagnant d'un personnage comme de l'autre, que de la portée d'un coup soit pas trop puissante, etc. Il est garant du fun. Ouais, Il est garant du fun. Donc, qui dit garantir le fun, dit aussi gérer la frustration, l'éviter, compenser, faire en sorte que le jeu soit accessible mais profond pour que les débutants s'amusent, mais les avancées continuent. Il est garant du fun. Et le fun, c'est quelque chose c'est subjectif, un fun. On se dit, ouais, ça, je trouve ça fun, ça, je trouve pas ça fun. Pourquoi? Bon, c'est des sciences humaines, donc c'est pas forcément des sciences dures. Mais en game design, il y a ce qu'on appelle le rational game design. Ce sont des gens qui ont quand même théorisé, commis des règles du style, par exemple, il y a un truc tout bête, il y a des règles d'or, genre peut-être les 5 premières secondes de niveau, on ne doit pas mourir. Et ça, on se rend compte justement avec l'histoire du jeu, ça qui est intéressant, c'est que ces règles sont arrivées au fur et à mesure par un peu apprentissage et l'échec. Qu'il y a eu des précurseurs comme les Miyamoto, les Kojima qui ont tout de suite compris ça, mais sinon, il y a des jeux où vous lancez le jeu, une seconde après, il y a un ennemi qui vous tombe dessus, vous mourrez. En plus, c'était sur arcade, donc il fallait remettre une pièce. Donc voilà, c'est vraiment la personne qui doit équilibrer tout ceci et faire en sorte que le joueur s'amuse. d'accord, ok, super. Donc la créativité est quand même assez importante aussi. On peut être créatif justement pour chercher un type de fun particulier, trouver de nouvelles mécaniques de jeu. Enfin, aujourd'hui, il y en a tellement de nouvelles qui émergent. Donc ça, pareil, ça peut être un game design en particulier qui a eu l'idée, qui est à l'origine d'une certaine mécanique de jeu, qui peut cartonner ou non, justement. Ouais. D'ailleurs, souvent dans les studios,
Il y a ce qu'on appelle, il y a un game designer qui va être peut-être à l'origine du concept. Donc ça, dans la formation, on apprend comment créer des concepts. Mais ça ne sera peut-être pas lui qui sera responsable de la réalisation précise de chaque mécanique. Il y a des game designers qui sont, moi par exemple, je suis plus performant quand j'ai une vision d'ensemble et que je vais essayer de faire un équilibre et de respecter les intentions. Et il y en aura peut-être un qui sera plus pertinent sur, par exemple, la mécanique d'un seul personnage, très précis, très original. Donc, il sera peut-être plus inventif sur ce côté-là. Donc, voilà, donc il y a Ok, différents tempéraments, j'ai envie de dire. Mais c'est un travail d'équipe. ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vois et ouais, franchement, c'est très passionnant en tout cas comme milieu. C'est même peut-être le plus passionnant. C'est vraiment celui qui est à l'origine des règles, c'est lui qui est à l'origine de tout. Est-ce que c'est celui aussi qui va superviser un petit peu justement du coup le graphiste derrière en fonction des designs? Est-ce que c'est celui qui est un petit peu à la tête du jeu vidéo ou est-ce que ça c'est encore Ouais, c'est un le autre côté rôle? réalisateur. Alors, il y a certains game designers qui seront vraiment uniquement basés sur, je sais pas, sur comment bouge le perso. Mais s'il s'occupe du personnage, il sera en team avec le programmeur qui va lui programmer le personnage et le graphiste qui va donner vie au personnage qu'il avait en tête. Donc, le graphiste va quand même, parce que le graphiste a une autre comment dire, culture, une autre curiosité, imagination, il va aussi proposer. Et en fait, c'est un C'est peu cette vraiment, ouais. alchimie-là. Mais dans l'absolu, si on parle du rôle le plus haut dans une hiérarchie de jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle le game director, donc c'est celui, le réalisateur. Et en effet, c'est lui qui dit ah, moi, mon univers, je le voulais post-apocalyptique. Ça serait bien que le héros, il ait cette tête-là. Donc c'est lui qui va essayer de coller à ses intentions. Tu prends le réalisateur d'un film, le Spielberg, etc. Il va être derrière les costumes, la caméra, le son. Voilà, c'est pas lui qui va faire tout ça, mais il va chapeauter tout ça. D'accord, super. Ouais, voilà, c'était vraiment ma question. Et là, j'ai une question, bah, justement, j'en reviens par rapport à la formation de chez Artline. Ça peut être tellement différent d'un jeu à l'autre, les mécaniques, vraiment, il y a de tout et on passe de vraiment différent, même le support, hein, que ce soit un jeu mobile, le jeu est pensé différemment. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de jeux différents. Est-ce que en tant que game designer, donc du coup, toi qui es vraiment professionnel, est-ce que tu serais capable de travailler un petit peu sur tout, même si tu as des domaines ou forcément des domaines de prédilection ou non? Et est-ce que la formation chez Artline permet aussi d'avoir peut-être une vision un peu globale pour qu'ensuite l'élève choisisse de spécialiser? C'est ouais, c'est exactement ça. On aborde Ouais, tous les aspects, même tout ce qui est free-to-play. Tout à l'heure, le cursus commence beaucoup par des jeux de société. Parce qu'une idée de game design peut être comment dire, avortée parce que la personne ne sait pas forcément faire un jeu vidéo. C'est très technique. Par contre, faire un jeu de société, ça demande des ciseaux, de la colle, du papier. On peut déjà s'amuser. Donc, déjà, il y a ce côté-là. Ensuite, on va voir certains types de jeux, les jeux qui mélangent le réel et le virtuel. D'autres personnes sur les jeux mobiles, euh, ce qu'on appelle, il y aura des cours d'économic design. Donc, c'est vraiment, alors là, c'est arrivé récemment avec l'avènement du free-to-play, où on s'est rendu compte qu'il y a des formules mathématiques, il y a des façons de faire pour passer de la version free-to-play, montrer du contenu premium, fidéliser, convertir, etc. Donc ça, on voit un peu tout. Pour répondre à ton autre question, en effet, un game designer est dans l'absolu capable de travailler sur tout. Par contre, après, comme tout, en sortant de l'école, on a une bonne base et après, c'est avec l'expérience qu'on s'améliore. Donc, c'est pour ça que souvent, des gens qui veulent se dire, moi, je veux travailler que dans le MMORPG, par exemple, ils vont peut-être commencer à se faire les dents sur d'autres jeux, puis au fur et à mesure, trouver des opportunités dans le MMORPG et avoir un CV spécialisé dans le MMORPG. Donc, ils seront très, très bons dans le MMORPG, mais ça n'empêche pas que, ben, on l'a vu, Miyamoto a pu faire que ce soit des Pikmin, des Mario, des Wii Sports, etc., des jeux totalement différents. Quand on a cette base de game design où on comprend le principe du fun, ben, en fait, après, on peut l'appliquer partout, quoi. ouais. Bah là, j'ai une question justement aussi qui me vient, et puis après, on passera aux travaux, hein. Puis on reprendra les questions après. Euh, C'est une question que je peux poser un peu même dans toutes les formations chez Artline parce que c'est des domaines toujours très passionnants. Et là même, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus passionnant, c'est vraiment le jeu vidéo, le game design. Est-ce que c'est compliqué d'intégrer le marché après? Et est-ce que justement, bah, chez Artline, comme toi, tu es professionnel, est-ce que pareil, ça ouvre des portes? Est-ce que ça permet d'accéder à un marché plus rapidement ou d'ouvrir un réseau ou des contacts? Alors, j'ai envie de dire, autant aujourd'hui, c'est même maintenant, c'est obligatoire. Avant, moi, quand je l'ai fait, c'était des autodidactes qui rentraient dans le jeu vidéo, souvent par la petite porte, pardon, par le test. Puis après,
ils essayaient un peu de donner leurs idées et ils devenaient graphistes, game designers, etc. Moi, quand j'ai fait ma formation, les professionnels appréciaient déjà d'avoir des élèves, des personnes, des futurs professionnels, qui avaient déjà appris des bases. Ça veut dire que eux, quand ils les embauchaient, ils étaient déjà, entre guillemets, prêts à l'emploi. Après, ils vont apprendre sur le tas, c'est normal, comme tout métier. On ne devient pas 100% performant en sortant d'une école, mais on est préparé. Et ça, ils appréciaient. Et maintenant, en fait, si tu veux, il y en a eu tellement qu'en fait, maintenant, c'est un prérequis. Donc, en fait, la formation est nécessaire pour entrer dans une industrie qui, en fait, est... Moi, je me souviens déjà, à mon époque, on disait, ça y est, ça va devenir inondé. Parce qu'il y a de plus en plus d'apprenants d'étudiants qui sortent. Il y avait une petite crise en 2008. C'était en 2008, donc la première crise avec les subprimes aux États-Unis, etc. C'était dur, mais en fait, on se rend compte que ça a re-explosé. Des studios, il y en a tout le temps. Et surtout maintenant, avec l'émergence du jeu indé, maintenant, on peut faire ces petits jeux et il y a suffisamment de success stories pour le prouver sur Steam pour montrer que des gens ont pu eux-mêmes, un petit groupe, faire des jeux. Donc oui, c'est possible. Et puis, de toute façon, Martin pourra témoigner, mais il y a plein d'autres apprenants qui, comme il y a 2 diplômes à la fin du Bachelor 3 et du M2, vous faites déjà remarquer, il y a des stages, donc il y a des gens, il y a déjà des apprenants qui sont déjà en stage, puis finalement, ils sont déjà embauchés. Et puis certains, même tout de suite, ouais, il y a eu des très bonnes histoires d'embauche, ouais, pas de problème. Ok. Deux petites questions encore. Alors, déjà, est-ce que, parce que tu me parlais de frustration, tout ça, on sait que des fois, elle est à la clé aussi du modèle économique d'un jeu vidéo. Est-ce que le game designer doit aussi penser à ça, au modèle économique derrière le jeu vidéo et ce qui permet que le jeu sera viable ou non derrière? Ben oui, idéalement, oui, c'est-à-dire que de toute façon, quand on fait un jeu, il y a toujours une étude de marché. Quand vous faites un jeu, vous êtes toujours confronté à l'éditeur. L'éditeur, c'est la personne qui, malheureusement, va vous ramener à la réalité. Parce qu'elle met de l'argent, donc elle estime un retour au moins sur investissement. Il ne faut pas Mhm. perdre de l'argent. Donc, comme quand vous écrivez un bouquin, vous éditez un jeu de société, il y aura toujours ce travail de concert avec l'éditeur qui essaie de cibler vers un public potentiel. Après, plus on est dans des grands studios, plus le game designer, malheureusement, des fois, est un peu détaché de tout ça. C'est le pôle marketing. Ça, c'est un peu dommage. Heureusement qu'avec l'émergence du jeu indépendant, on retrouve des studios à taille humaine. Et là, en effet, les game designers ont un impact direct sur les ventes, etc. Et oui, ils doivent y penser. De toute façon, maintenant, il y a les community managers, il y a des early access. On a tout de suite le feedback des joueurs et on l'adapte. Après, attention à ne pas tomber dans la frustration facile ou sur Internet, souvent, c'est une toute petite minorité, mais très, très virulente, des fois même très énervée, qui donne l'impression qu'il y a une masse critique de personnes qui se plaignent. C'est pareil, c'est au game designer d'être solide en se disant j'entends les plaintes, par contre, moi qui suis dans le projet, je connais les ficelles, donc je sais que si on modifie ça, ça peut faire écrouler une partie. Donc, comme c'est un alchimiste, il doit prendre en compte les retours, mais il a une intention, lui, il sait où il va. Les gens de l'équipe, s'il a été assez communicant, euh, comment dire, compétent, ils lui font confiance. Et souvent, moi, je suis le premier à regretter qu'on fait des jeux par rapport à un public, alors qu'on devrait aussi des fois leur proposer quelque chose d'inattendu, parce que ça va aussi les éduquer. Moi, j'ai joué à des jeux, par exemple. J'ai commencé Street Fighter, c'était hyper dur. Je me suis accroché et j'ai pu progresser. Et je suis maintenant content, grâce à ça, d'avoir découvert des nouveaux aspects du game design. Mais il faut accepter de se dire, ben, je vais m'éduquer. Voilà, comme tous les films aussi, il y a des films, toute éducation. Donc faut aussi accepter ça et prendre ce risque. Certains Ok. le font et en général, alors ça on le verra dans l'histoire du jeu vidéo, donc juste pour parler de mes unités, dans l'histoire du jeu, on montre que le jeu est une épopée, il est passé par différentes phases, des phases de crise où il a même failli disparaître à un âge d'or. Et en fait, ça a toujours été les suiveurs qui ont peut-être un peu fait écrouler le jeu parce qu'ils se contentaient que de ce qui se vendait. Aujourd'hui, on peut repenser à tout ce qui est peut-être des fois les Activision, les Blizzard. On voit où est Blizzard maintenant, par exemple. Et il y a toujours eu des personnes qui ont émergé, qui ont proposé des idées totalement à l'opposé. Et en fait, c'est eux qui ont fait émerger des genres et des tendances. Donc, il y aura toujours des pionniers et malgré le fait que ce n'est peut-être pas un genre qui se vend, mais en fait, peut-être que votre idée fera en sorte que ça sera le nouveau genre à la mode et qu'après, ben, ça parte de là. Hein. Ouais.
J'ai une question là aussi. Bah, j'imagine que c'est quand même un plus. Est-ce que c'est mieux de maîtriser l'anglais quand même dans ce milieu-là en tant que game designer? Oui, oui, c'est obligatoire. Enfin, enfin, déjà, pour moi, c'est même obligatoire en tant que joueur. Moi, je me souviens, j'ai Ouais, appris l'anglais sur Star Fox, sur ma Nintendo, sur ma Super Nintendo, parce que je voyais des personnages qui parlaient à l'écran et je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est nécessaire. Et en plus, aujourd'hui, tout se fait. Enfin, il y aura beaucoup de collaborations en anglais. Les game designers français sont, mine de rien, assez prisés à l'étranger, donc c'est dommage de se fermer des portes. Donc oui, de toute façon, l'anglais, que ce soit pour le jeu vidéo, que ce soit pour votre culture générale, c'est quand même très important de parler anglais. ouais, c'est important. Ok, super. Dernière question, après on va passer à la présentation des travaux. Est-ce que certaines personnes peuvent se demander, est-ce que je suis trop vieux pour me lancer là-dedans, à 27 ans, 35 ans ou quelque chose? Est-ce qu'on ne va pas demander à quelqu'un d'un certain âge d'avoir déjà de l'expérience, ou est-ce que vraiment à tout âge on peut tenter sa chance et avoir des portes ouvertes derrière et travailler là-dedans? Alors, alors déjà, moi qui fais des arts martiaux, je dis toujours, vous commencez à n'importe quel âge. Et en plus, ça implique le corps. Donc, il y a une réalité, il y a une usure. Alors que pour là, vraiment, au contraire, non, il y a Au aucun contraire, problème. ouais. D'ailleurs, il y a des apprenants qui sont plus vieux que moi, mais c'est aussi intéressant parce qu'ils ont un peu plus de culture jeux vidéo. Ils ont connu la période que justement j'enseigne dans l'histoire. Donc, ils ont, comment dire, des connaissances, c'était des joueurs, peut-être une certaine maturité, ils ont travaillé avant. S'ils ont travaillé dans des sociétés où il y avait un travail d'équipe, ils seront plus à l'aise, plus diplomates. Donc, en fait, c'est une force. C'est une force dans un groupe de différents âges où justement les expériences se confrontent et non, il n'y a aucun problème. Hein, il y a Ouais. Peut-être ce qu'il faut au final, c'est juste que la personne soit passionnée aussi par le jeu vidéo passionné, et voilà. quelques heures de jeu derrière elle, quoi. Passionné, alors cultivé, enfin surtout curieuse. Curieuse, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la curiosité, vous allez être cultivé. Donc, avec mes unités, très culture, on va apprendre des choses. Donc, si la personne est passionnée, ouverte, curieuse, la culture, elle va la rattraper. Voilà. Et ensuite, ben après, oui, oui, ce qui compte, c'est être un peu aussi travailleur parce que ça va quand même demander du travail. C'est un travail assez conséquent, mais tout se fait pas pour un passionné. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'impression de faire des gros travaux quand j'étais à l'école de jeux vidéo parce que c'était une passion, quoi. Ouais, ok. Bah, Martin, à toi. Tu peux présenter un petit peu où tu en es, où est-ce que tu travailles aussi, les projets que tu as réalisés. Et Je te laisse voir tout ça. ok, let's go. Du coup, voilà, moi je m'appelle Martin Joubert. Je suis encore, du coup, comme vous voyez derrière moi, avec l'écran, je suis apprenant. Donc, je suis en master de Game Director. Donc, j'ai passé ma licence bachelor à l'Institut Artline, justement, en commençant par les jeux de société. Et du coup, j'ai continué avec le master, justement. Et si je peux me permettre, un gros avantage que j'ai tiré du jeu de société en commençant par là, c'est que quand vous allez créer une mécanique, un gameplay, comment va fonctionner justement le jeu, quand vous le faites sur un jeu de société, vous ne pourrez pas le camoufler par des visuels ou des sons. C'est-à-dire que sur un jeu vidéo, même si un truc est, on va dire, mal fait, il y a des gens qui arrivent à le camoufler justement avec un beau son, un beau visuel, et ils se disent c'est beau. Alors qu'un jeu de société, si c'est foiré, eh ben, tu n'as pas de machine arrière. C'est que c'est foiré, tu recommences. Et ça m'a appris à avoir une optique justement de bien faire les choses, du coup, sans les camoufler par des sons et des images ou des choses belles. C'est vraiment une mécanique qui fonctionne. Voilà. Ça, c'était vraiment pour ma petite part au niveau du jeu de société. Ouais, super intéressant. Et du coup, moi, j'ai. Alors voilà, comme disait Tommy, je suis quelqu'un d'hyper curieux et j'ai toujours eu pour projet de me lancer dans le développement indépendant. Donc, tout récemment, ça m'est tombé dessus. Je ne pensais pas faire ça maintenant, mais j'ai beaucoup travaillé. Et comme on dit, quand c'est une passion, on ne compte pas ses heures. Je n'ai pas du tout compté mes heures. Donc, actuellement, je suis du coup en deuxième année de master et je suis aussi développeur indépendant, travaillant avec Google, donc pour tout ce qui est Google Stadia et Google Play Store. Je suis aussi sur Itch.io et aussi GameJolt. J'ai réussi à obtenir tout ça. Et au niveau des compétences on va dire que je pratique, du coup, en tant que développeur indépendant, je fais de la musique, je fais de la composition musicale, je fais du bruitage, je fais du dessin, je fais de l'animation, je fais de la modélisation 3D, je fais de la programmation. Donc, je suis spécialisé sur Unity, Godot et Unreal Engine. Et je fais du coup du motion tracking aussi, pour tout ce qui est cinématique, tout ça, mise en scène. Et je crois que c'est bon, en fait, c'est un peu près le tour, hein, de tout Ouais, ça. Donc, c'est pas je mal. C'est maîtrise pas mal tous déjà. les aspects voilà, du jeu vidéo.
Si vous voulez, je pourrais même vous montrer un peu ce que j'ai l'occasion, un peu ce que je peux faire justement. Ouais, Donc bien sûr. là, et du coup, bah voilà. Donc là, je suis en train de faire ma deuxième année. J'ai pour vision quand même, malgré mon poste de développeur indépendant que j'ai réussi à obtenir, de faire un stage, de faire quand même quelques stages en grosse entreprise. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on a beau se mettre dans le développement indépendant ou dans une grosse entreprise, c'est deux univers qui sont totalement différents. Et je trouve que, en fait, c'est tout aussi important en fait, d'avoir les deux visions, justement, pour pouvoir faire un choix plus tard. Si on veut vraiment rester dans le petit développement ou si on veut se lancer dans le gros. Et c'est pour ça que j'ai pour projet. Donc là, j'ai réussi à justement négocier un stage dans une société de VR. Je ne sais même plus le nom. Justement, c'est une petite société dans le jeu VR parce que moi, je m'intéresse aussi à toute nouvelle technologie. Je me suis aussi un peu spécialisé récemment dans la réalité virtuelle, justement, dans le game design. Et du coup, voilà pour mon parcours, tout simplement. Bah, super, très Alors, juste intéressant. Donc voilà. pour Ouais. intervenir, c'est vrai que là, c'est un bon élément. Martin était tellement passionné que pendant mon cours, il me montrait des consoles que lui avait que je ne connaissais même pas, ou du moins que je Ah ouais. connaissais, Ah mais ouais, ouais. de loin. Ils sont tous Alors, ici, là. Ouais, Ah c'est ça. ouais. Bah, quand il y avait un travaux à faire, par exemple, là, un travaux que j'ai fait dans le cours de Tommy qui était sur Super Mario Bros. 3, bah, la meilleure analyse que j'ai pu faire, c'était mes propres gameplays hein, sur la NES. voilà. Et c'était Ouais. assez drôle, ouais. Voilà, là, Super. Martin va nous montrer un des travaux que Ouais. justement il a dû accomplir pendant l'unité. C'est sûr. Alors là, dans mon unité, il y a différents travaux, donc beaucoup de recherches. Mais moi, ce que je mets en avant surtout, c'est la présentation. Un jeu vidéo, une idée, il faut savoir la présenter. Et donc, je propose aux apprenants de présenter, par exemple, des jeux cultes. Donc là, en l'occurrence, c'était Super Mario Bros. 3. Et donc, du coup, avec l'outil Google Slide, donc l'équivalent de PowerPoint, il doit faire une petite présentation du jeu. Alors là, la contrainte, c'était vous n'avez pas l'auditeur en face. Donc, en fait, vous allez exporter, entre guillemets, la présentation soit sur PDF, soit vous lui donnez. Et il doit juste se débrouiller. Vous ne pouvez pas étayer le propos. Donc, en fait, dans le slide, il doit mettre assez d'informations pour que le slide suffise à lui-même, sans pour autant en faire une page Wikipédia et le noyer. Donc, c'était un très bon équilibre d'informations, un équilibre dans l'information à donner. Donc, tiens, vas-y, Martin. Nickel. Donc c'est bon, on voit bien mon écran? Ouais, c'est nickel. Nickel. Alors du coup, moi, bah, du coup, mon boulot était très axé, du coup, même totalement axé sur Super Mario Bros. 3. Donc, tout d'abord, pour commencer la présentation, donc, j'ai fait une présentation globale justement du jeu, de qu'est-ce que ce nouvel opus justement apportait bah, du coup, à cet univers de Super Mario Bros. Pour ensuite justement répondre à certaines questions qui est en quoi ce jeu a été qualitatif et innovant pour son époque. Donc pour moi, la première partie que j'ai remarqué qui est vraiment la plus marquante pour ce jeu, eh ben, c'était une carte du monde. C'était une carte du monde qui était présente par rapport aux anciens qui n'étaient pas du tout là. En fait, c'était vraiment un enchaînement en fait de mondes qu'on faisait et sans avoir le choix en fait d'y revenir. Or là, on avait une carte du monde justement qui nous permettait justement de choisir notre propre chemin parce qu'on pouvait soit aller à droite, soit aller bah, du coup tout droit, ou des choses comme ça. En fait, on avait vraiment un choix de chemin qui était totalement bah, innovant parce que, comme j'ai dit, en fait, on ne l'avait pas du tout avant. Et du coup, il y avait aussi les maisons Todd parce que du coup, il y avait aussi une gestion d'inventaire dans le sens où on pouvait accumuler des items justement dans le monde justement pour qu'on puisse pour pouvoir les utiliser plus tard, par exemple un champignon ou des choses comme ça. Ensuite, et ben, c'était le nombre de niveaux. Parce que mine de rien, sur Super Mario Bros. 3, il y avait 90 niveaux de jeu qui étaient jouables. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement faux parce que si on prend l'exemple du premier, c'était 8 mondes avec 4 niveaux chacun. 4 ou 5 niveaux de chacun, oui, il me semble. Et du coup, là, on peut quand même dire que c'était carrément le double en fait. C'est à peu près vraiment le double de niveaux qui était proposé juste avant. Ensuite, les niveaux, c'était les nouveaux pouvoirs de Mario, parce qu'avant, c'était surtout bah, le pouvoir du feu, hein. C'est tout. Donc là, on avait une multitude justement d'items qui nous permettaient de changer le gameplay. Comme vous pouvez voir à gauche, il y avait le Tanuki qui nous permettait de voler et du coup de taper. Il y avait aussi bah, justement un raton laveur, et puis il y avait le Tanuki qui nous permettait de se transformer en pierre, en statue de pierre. On avait la botte, justement, on pouvait rentrer pour marcher sur les pics. On avait le Mario de feu pour faire fondre la glace. Il y avait même un item qui était Mario Grenouille, qui nous permettait de mieux nager dans l'eau, justement. Donc, il y avait une multitude, justement, d'items qui étaient bah, notables, hein, tout simplement.
Ensuite, il y avait tout ce qui est mouvement de Mario. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que maintenant, la caméra était assez, du coup, elle avait été assez innovante. Et puis surtout, les mouvements de Mario, on avait beaucoup des niveaux qui étaient axés verticalité aussi. Donc, il y avait tout style de niveau avec tout style de thème, justement. Et il y avait beaucoup de niveaux qui étaient sur la verticalité, des niveaux aquatiques, tout ça. Et quelque chose qui faisait plaisir au gameplay, quand j'ai pu tester justement pour faire cette analyse, c'est que justement, la gestion d'inventaire a été très importante parce que des fois, on se retrouvait dans des niveaux où on s'est dit, on va garder cet item pour plus tard. Et ça, c'était on va dire, une optique que je n'avais pas avant dans les Mario et qui était très agréable à jouer, justement, parce que du coup, ça nous mettait une petite réflexion en fait sous le nez. Ensuite, bien évidemment, les graphismes, hein, par rapport au tout premier Mario, graphisme beaucoup plus détaillé par rapport au tout premier, où là, on peut, on va dire, le changement physique, on va dire, le plus notable, c'est les contours, c'est-à-dire qu'on a un aspect beaucoup plus cartoon pour Mario, et du coup, un peu moins pixel qui était vraiment marqué sur le tout premier où il était vraiment fait qu'avec des pixels et non avec un dessin, avec des contours bien, on va dire, bien designés. Pour ensuite, justement, les éléments sonores avec les thèmes, on va dire, musicaux, pardon, qui étaient aussi repris sur d'autres licences. Alors, là, je me rappelle qu'à l'époque, en fait, si vous prenez, comment dire, la flûte sound de la Warp Zone, en fait, justement, de Super Mario Bros. 3, et que vous écoutez sur sur Zelda Ocarina of Time, les premières notes, justement, de l'Ocarina, c'était exactement les mêmes sons, justement, qui étaient repris. Et du coup, c'était aussi assez drôle de voir, en fait, les clins d'œil que Nintendo pouvait faire à travers, justement, ses propres jeux qu'ils éditaient et ses propres licences. Ensuite, la première aussi aspect qui changeait, qui est amené justement un renouveau dans Mario, c'est qu'il y avait des boss. Avant, on affrontait tout le temps Bowser, et du coup, on devait justement le faire tomber, tout ça. Or là, non. Là, en fait, on devait affronter des boss qui avaient des patterns. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y avait un comportement qui était totalement différent à chaque monde. Pour ensuite, en quoi ce jeu est considéré comme culte et a marqué les mémoires, hein. Et en fait, c'est pour toutes les raisons justement que je vous ai expliquées. C'est qu'il a amené en fait une multitude de nouveautés qui n'étaient pas présentes justement dans les anciens opus et qui a fait vraiment exploser la licence et qui l'a rendu culte, hein. Et comme on peut voir encore maintenant, là c'est les mondes de Mario est vraiment quelque chose de en fait permanent et ancré dans les licences Mario. Et justement, il y a beaucoup de mécaniques et de gameplay qui a été utilisé dans ce Mario, qui est vraiment maintenant ancré dans les Mario de maintenant, et ça a amené un gros renouveau par rapport à tout ça. Alors, voilà ce que je vous ai expliqué, donc les gameplays et comment dire, le graphisme, et justement les musiques et éléments sonores aussi, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes et de musiques composées qui étaient magnifiques, en fait, tout simplement. En quoi ce jeu est une référence à la contrebasse des jeux modernes? Justement, il a en fait, comme je vous ai dit, dans tous les nouveaux Mario, si vous pouvez voir en fait en bas à droite, j'ai mis un gameplay de New Super Mario Bros. Justement, avec les boss, avec des comportements différents. Après, il y avait Smash Bros. Avec tous les clins d'œil, par exemple, champignons, des choses comme ça, et tout ce qui est gameplay en rapport avec les pouvoirs et les mondes. Et puis, justement, sur Super Mario 64, mine de rien, en fait, le château, on peut l'interpréter comme une map monde, justement, où on intègre les niveaux en rentrant dans les tableaux. Et puis, du coup, il y avait les tenues, justement, les skins dans le Super Mario Kart 8, qui, en fait, nous permettait d'avoir, en fait, un Mario avec des skins qui étaient en référence avec les pouvoirs, justement, là, le pouvoir de Super Mario Bros. 3. Et du coup, en conclusion, ce jeu a révolutionné les codes de son époque et justement, c'est à peu près en fait, toutes ces nouveautés qui ont contribué en fait, à ce qu'on a en fait, aujourd'hui en ce qui concerne les jeux Mario. Donc tout ce que vous connaissez dans les jeux Mario de maintenant, c'est ce jeu-là vraiment qui a instauré beaucoup, beaucoup de codes et qui ont été gardés jusqu'à maintenant. Voilà, c'est Super. Voilà. Et voilà, j'ai mis les petits liens. Alors, typiquement, voilà, dans tous les travaux de recherche, je demande aussi des références pour montrer que l'apprenant s'est appuyé sur des connaissances solides. Wikipédia, c'est très bien, mais des fois, c'est bien aussi d'aller chercher un peu d'aller gratter des petites informations. Là, comme vous avez pu le voir, Martin, du coup,
a vraiment, ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Ça veut dire qu'on voit qu'il a vraiment travaillé sur le sujet et qu'il est maintenant capable d'expliquer en gros les avantages, tout ce qu'a apporté Super Mario Bros 3. Alors, c'est pas tant ce 3 qui est vraiment important par rapport au reste, c'est juste que, en fait, pour savoir, pour vraiment avoir une bonne culture, il faut quand même avoir un peu travaillé sur le sujet. Tu vois, il parlait de Mario Kart. C'est bien d'avoir des références, mais c'est encore mieux de se dire, OK, ça, je sais d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce que ça a apporté, et surtout les différentes itérations, les évolutions qu'il y a eu, en fait, ce qui a fait l'histoire. Et je pense que c'est difficile de concevoir des jeux modernes sans connaître son histoire. Surtout maintenant avec l'avènement des jeux indés, où on revient de plus en plus à des jeux un peu old school. Et c'est hyper important de connaître tout ceci, quoi. Ok, bah super, c'était très intéressant. Merci Martin pour ta petite présentation. Je t'en prie. Il nous reste à peine quelques minutes. Moi, j'ai une petite question comme ça que je me posais. Est-ce que quand on est game designer, on joue à ses propres jeux? Et est-ce qu'on y prend du plaisir? Ouais, alors ça dépend. Des fois, on est vraiment passionné si on a fait un jeu vraiment qui nous passionne à fond. Et des fois, un peu comme ça me fait penser à Johnny Depp qui disait qu'il regardait jamais ses films. Parce que Voilà, c'est ça. des fois, alors, on est obligé d'y jouer. Déjà, c'est obligatoire puisqu'il faut le tester. Mais une fois qu'il sort, si vous voulez, après 3-4 ans passés dessus, peut-être qu'on joue à autre chose parce que c'est frais. Ou alors, on a conçu le jeu de nos rêves et là, on va y jouer toute notre vie. Ouais, ok, Alors, je ne sais pas super. combien trop de temps il nous reste, mais j'aurais aimé aussi. Donc là, Ouais, c'est l'aspect histoire du jeu. ouais. Martin nous montre comment, avec l'unité, on arrive à acquérir un petit savoir quand même et à le présenter sur un jeu. Et alors, je ne sais pas si Roland est là, je le vois, mais est-ce que tu as ton micro? Voilà. Parfait, Il Roland. nous reste 3 minutes. Donc Voilà. si, ouais, Voilà, 3-4 minutes. Du coup, ouais. Roland, lui, il va peut-être parler de l'étude de genre. Parce que moi, j'interviens aussi dans l'étude de genre où, comme on disait, tu veux faire du MMORPG, très bien, mais étudie d'abord le genre, c'est-à-dire son histoire, qu'est-ce qui fait les mécaniques, sa difficulté, ses codes, etc. Parce qu'au moins, tu seras plus crédible pour concevoir un jeu. Il faut l'étudier avant, surtout le genre. Et Roland avait fait une bonne étude sur les shoot them up. Vas-y, Roland. Bonjour à tous, déjà. Voilà. Je vais vous partager mon écran. Alors, sans forcément détailler l'étude, mais un peu expliquer ce que ça t'a appris, le travail Alors, que ça t'a demandé. j'interviens juste 2 secondes. J'ai vu, on peut dépasser un petit peu, il n'y a pas de problème, hein. Donc Super. voilà, hein. Bon, ben, voilà. Super. C'est top. Bon, j'active le partage de mon travail, que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai choisi dans les genres de prédilection que j'ai. Moi, c'est les shoots, hein, donc c'est les jeux de tir qu'on appelait à l'époque. Voilà, il y en a de moins en moins maintenant, mais je me suis intéressé à cette histoire parce que c'est un genre qui était solide dès le départ. Et, donc, il a commencé avec Space Invaders. Est-ce que juste, tu peux juste remontrer aux gens, par exemple, ce qu'est le sommaire d'une étude? Ouais. Donc, c'est un document qui fait quand même plusieurs dizaines de pages. C'est un beau Alors, bébé. ouais, ici, mon document, il est en deux parties. Donc, il y a la présentation du genre, donc tout ce qui est intitulé compréhension de l'étymologie et une fiche de description rapide. On passe ensuite à l'historique, où là sont plutôt chronologiquement relayés les faits marquants de l'évolution du genre, les acteurs majeurs, les studios majeurs, et une saga de référence qui a perduré et qui a forgé l'identité et surtout qui a participé à faire connaître le genre. Dans une deuxième partie, là, on étudie plutôt tout ce qui concerne les codes du genre, donc les mécaniques, les features, une étude plus approfondie de comment on construit un jeu dans le genre. Et enfin, la dernière partie, c'est une perspective d'évolution. Donc, en fait, c'est quel avenir, comment évoluer le genre, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau pour le faire évoluer vers quelque chose de plus contemporain. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est voilà, 80 pages, c'est un beau document. Bon, c'est un document qu'on je vous apprends à concevoir sur 5 semaines, voire un peu plus. On va au fur et à mesure, évidemment. Vous êtes toujours accompagné. Et à la fin, en fait, mine de rien, sans entre guillemets vous en rendre compte, vous en rendez quand même un peu compte parce que c'est conséquent, vous arrivez à une petite Bible qui montre votre expertise sur un genre. Donc,
quand vous avez un entretien, par exemple, je prends le Street of Rage 4. Supposons que vous voulez travailler pour la boîte française qui a fait ça, eh bien, si vous arrivez avec une étude de genre sur le beat'em all, vous êtes forcément reçu un peu plus favorablement parce que vous démontrez que vous avez potassé le sujet. Voilà, tout à fait. Donc là, on va essayer de survoler un peu rapidement le genre. Donc, je vais plutôt passer sur les parties un peu marquantes. Donc, on décrit comment le genre est apparu, donc le précurseur du genre, le jeu qui a lancé le genre dans l'histoire du jeu vidéo. À côté de ça, donc, il y a sur une liste de titres majeurs. Donc là, je vous passe rapidement les références les plus connues. Donc, quand on va au Japon, vous demandez quels sont les shoots les plus connus. Le japonais va vous répondre Gradius et R-Type. Voilà, pour lui, c'est les deux plus connus. Ensuite, il y a bien sûr, il y a des jeux qui ont fait leur petit bout de chemin, mais ce sont vraiment ces deux-là qui ont marqué les esprits au Japon. Donc voilà, donc ensuite, voilà, on s'intéresse ici à une personnalité dans le genre, donc quelqu'un qui a contribué à faire évoluer et à marquer le genre, et un studio spécialisé dans le genre, du coup. Là, vous voyez, là, je suis passé sur Ikeda, Tsuneki Ikeda, et sur la boîte dans laquelle il travaille, donc Cave, qui n'a fait que ça, que des shoot'em up, donc vraiment une boîte spécialisée. Je vous ai un peu listé un peu des boîtes qui méritent d'être connues, qui sont aussi des boîtes spécialisées dans le shoot, mais pas que. On étudie ensuite une saga de référence. Donc, moi, j'ai choisi la saga Gradius, qui a su beaucoup apporter, innover au terme de ces différents épisodes, puisqu'on a vu que Gradius, après, c'est parti d'un jeu, un shoot'em up donc, à défilement horizontal, un seul joueur. On est passé à un spin-off qui s'appelle Salamander, qui passe à 2 joueurs simultanés. Gradius a été décliné en jeu de rôle, donc il y a eu deux jeux de rôle et un jeu parodique, donc Parodius, la saga Parodius, qui est maintenant devenue une série à part entière, et qui est née de Gradius, en fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu ici le travail sur Gradius, plus les éléments intéressants qui ont forgé l'identité de Gradius, donc le vaisseau, le système de sélection des armes et d'évolution des armes. Il y a aussi le fait de pouvoir piloter des options en parallèle de son vaisseau. Quelques sagas supplémentaires qui méritent qu'on s'attarde dessus. Voilà, une liste des shoots publiés dans l'ordre chronologique. Une liste non exhaustive, bien sûr, c'est impossible de faire une grosse référence de shoot, tellement il y en a eu. Voilà. Et sur la deuxième partie, donc l'étude du cœur du genre, donc le code, on voit ici les mécaniques les plus utilisées. Voilà, c'est très associé au game designer qui doit comprendre. Ouais. Si vous voulez faire un bon jeu dans le genre, il faut connaître les codes. Et ça, en fait, là-dedans, on peut puiser. Vous allez vouloir développer un jeu du genre shoot'em up. Dans ce cas-là, on va vous demander, voilà, il y a un shoot'em up qui est dans le projet, donc tu vas y participer. Commencez à puiser là-dedans. Donc, les mécaniques qui ont fait leurs preuves, qui ont été éprouvées, ça marche. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais surtout, ça permet d'identifier le genre. Si vous avez ces codes-là, on sait que c'est le genre du shoot. Donc, vous n'allez pas vous tromper. Quand vous allez sortir votre jeu, vous n'allez pas vous tromper. Donc, les features... Il nous reste encore, Shadi. Là, Alors, on a déjà un petit peu dépassé. Il faut un peu accélérer parce que le blind test a commencé. Ouais. Ça marche. Donc, voilà. Et puis, donc, l'étude de la gestion de la difficulté, de l'intelligence artificielle, bon, genre, ce qui est toujours intéressant pour construire et concevoir ses ennemis, ses boss. Voilà, tu vois, là, typiquement, c'est un parfait exemple. On parlait de la frustration. Ça répond à des règles, à des paramètres que tu peux cocher, décocher, ajuster pour, comme un peu une pâtisserie. Hein. Le résultat étant de la cuisine et voilà les ingrédients, ce que tu modules, etc. Voilà, donc ici, voilà exactement ajuster les curseurs ici pour équilibrer le jeu et du coup ajuster les paramètres pour le rendre plus ou moins accessible.
Voilà, donc ici, les différents éléments, donc les codes du genre, donc les différents types de scrolling et tout ça. Donc c'est pareil, on vous dit faites un shoot en scrolling isométrique, scrolling vertical, scrolling fixe, écran fixe, pardon. Vous ne savez pas ce que c'est, ben, il faut connaître. Donc l'étude de genre permet d'avoir déjà, de toucher du doigt ces différents éléments et différentes facettes du shoot. Et puis, du coup, vous construisez votre jeu en vous basant là-dessus. C'est vraiment, comme dit Tommy, une bible dans laquelle on va prendre les ingrédients qui ont fonctionné, qui sont nécessaires et qui servent de référence pour construire le jeu. On peut ajouter nos ingrédients personnels pour ajouter notre originalité. Néanmoins, là-dedans, ce sont des codes qui ont fonctionné. Donc là, on ne peut pas se tromper. Donc là, ici, donc, les descriptions de différents univers qu'on peut voir. Et donc, bon, pour la fin, la dernière partie, donc comment a évolué le genre. Donc, ici, je montre que avec différents mariages, le genre shoot, donc qui part d'un jeu de tir qui était à l'origine un vaisseau spatial dans l'espace, a évolué vers le run and gun, par exemple, où des personnages courent avec des armes à la main, vers le FPS, où c'est la même chose que le run and gun, mais c'est en vue subjective, etc., etc. Donc, ça montre aussi que le shoot a, pour se réinventer, dû faire des alliances qui sont devenues efficaces et qui ont donné naissance à des sous-genres dont lui est à l'origine. Et puis, pour terminer, donc, un petit bilan sur l'état actuel du shoot. Comment est-ce qu'il peut évoluer dans le futur? Qu'est-ce qui manque au shoot actuellement pour se renouveler, pour percer, alors qu'on voit que les jeux d'aventure, les FPS, les simulations sportives, elles, ont continué à prendre plus de parts de marché. Le shoot, lui, un peu stagné. Donc, qu'est-ce qui pourrait lui apporter, lui faire gagner de nouvelles parts de marché? Donc, une réflexion là-dessus. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Franchement, j'aurais aimé vous poser plein de questions encore. C'était très passionnant. Merci beaucoup, Tommy, Martin et Roland. Mais du coup, on va rediriger les gens vers le blind test, donc, qui est dans l'endroit café au Hub Live pour ceux qui veulent. Voilà, n'hésitez pas, le blind test. Et ensuite, moi, je vous retrouve à 14 heures pour la table ronde pour savoir comment bien choisir sa prépa, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à tous les trois. Allez, Merci. Merci à vous. à tout à l'heure. Merci beaucoup.